vous construisez des parcs à vaccination pour le bétail, ça ne dure même pas 2 mois. Vous construisez une piste, vous réalisez une piste de production, ça ne dure pas 6 mois. Si c'est au début de la saison sèche, du fait du transport des produits agricoles, les camions, vous avez mis ça rapidement. Ça devient un chantier sablonneux, parce qu'ils ne mettent pas les matériaux nécessaires. Si c'est en plein hivernage, lorsque les camions qui transportent des vivres les empruntent, ça devient des marigots. Donc, en réalité, on fait du largué. Je vais demander au gouvernement et au Parlement, puisqu'on a introduit dans la Constitution, parmi les prérogatives de l'Assemblée nationale, l'évaluation des politiques publiques, que nous fassions le point d'ici 2019. Ensuite, il y a que les unités d'allègement des travaux ménagers posent problème parce que le courant dans certains endroits coûte cher, plus cher en milieu rural qu'en ville. Parce qu'il y a la sous-traitance. La Sénélec produit, vend. Mais la Sénélec vend à des compagnies ou à des sociétés comme ERA, comme d'autres, qui revendent. C'est là, ils ajoutent un plus sur le prix de l'électricité, au prix qu'ils achètent, comme les populations de Dakar ou d'ailleurs payent. Et ils veulent gagner sur ça en ajoutant un surplus. Et ce n'est pas bon, ce n'est pas efficient. C'est pourquoi je pense que ce que le gouvernement devrait faire, c'est vulgariser un vaste programme de vulgarisation des sources d'énergie solaire, les panneaux, les batteries. Sans quoi, on va avoir des problèmes parce que les charges d'exploitation, si elles sont lourdes, eh bien, ça pose un problème. Et c'est la même chose également avec le matériel agricole. Je crois qu'il faut évaluer, et je le dis sans une volonté de nuire, l'une des meilleures pratiques que les communistes ont mises en œuvre, c'est l'évaluation et l'autocritique. Je crois qu'il faut que nous ayons le courage de nous évaluer, d'évaluer ensemble, objectivement, et puis que les hommes d'affaires sénégalais, les entreprises sénégalaises se remettent en cause. On ne peut pas réclamer la préférence nationale et ne pas faire dans la recherche de la qualité et de l'efficience. Ok. Monsieur le maire, où en êtes-vous avec les inondations? Qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, sur les inondations, je dois dire que j'ai envie de faire un coup de gueule, parce que quand même, je suis à la tête de la commune de Kaffrine depuis 2009. Mais c'est depuis 2012 que c'est mon régime qui est à la tête de ce pays. Et en 2015, le président de la République, en toute connaissance des possibilités de l'État et des réalités du pays, lui, dont le parcours, le cursus laisse apparaître qu'il fut ministre de l'Intérieur, qu'il fut Premier ministre, donc il connaissait à peu près les problèmes du pays. Devenu chef d'État, il nous avait il nous avait fait des promesses à l'issue du Conseil des ministres délocalisés qui a eu pour cadre Kaffrine. Eh bien, j'ai constaté qu'en 2016-2017, ce qui avait été mis dans le budget du Sénégal pour Kaffrine, dans le cadre de Promoville, a été détourné vers une autre localité. Et on nous a promis plus et mieux. Mais ça, c'est l'histoire de Bouki et le lièvre. À Bouki, on disait toujours, oui, on vous prive du 1 d'aujourd'hui pour vous donner 2 demain. Demain, on lui dit, on vous prive de 2 d'aujourd'hui pour vous donner 4 après-demain. Alors finalement, Bouki a tout perdu et n'a jamais rien eu. Alors, je pense que depuis 7-6 ans que Macky Sall est là, ce qu'il nous avait promis en 2012, en tout cas, si ça a été réalisé, c'est essentiellement dans le domaine de l'éducation et de l'élevage. Mais pour le reste, dans le domaine de la pêche et de l'économie maritime, tout ce qui nous a été promis, on vient de me dire que ce ne sera pas possible en raison de problèmes qui font que les Indiens, du fait du comportement d'une entreprise qui a été défaillante, bon, ça ne sera pas fait. Le stade régional, on nous l'avait promis, jusqu'à présent, on nous parle de problèmes de recours. Les mêmes causes ayant produit les mêmes effets, je suis inquiet. Pour l'hôpital régional de 150 lits, là aussi, j'ai des problèmes. Enfin, on nous avait promis également d'autres choses, que jusqu'à présent, nous tardons à avoir un tribunal de grande instance, un TDI. Ensuite, le transport
La même chose qui fait que le même procédé qui a permis au gouvernement d'avoir des bus et des moyens de transport en commun à Saint-Louis, à Dakar, ailleurs, on n'a pas qu'à freiner. En matière de lutte contre les inondations, pour revenir à cette question-là, on nous avait promis un programme de logement, comme le Djaraï, comme le Cité Réol et le Cité Taoufir. On n'en a pas encore à Kafren. Bref, il y a de sérieux problèmes. Mais monsieur le maire, donc, cela donne raison à ceux qui disent que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. En tant que politique, en tant que maire, et en tant qu'aussi quelqu'un qui est de la mouvance présidentielle, vous comptez-vous faire? Mais je vais en parler dans les travaux de l'Assemblée nationale. Je vais essayer de rencontrer les ministres concernés. Je demanderai au chef de l'État de bien vouloir me faire l'honneur de me recevoir pour que je lui en parle. Mais je considère que les raisons qui sont évoquées sont peut-être objectives, mais ce n'est pas maintenant qu'on sait ces raisons-là. Le fait d'avoir été au pouvoir, à l'opposition, puis à nouveau pouvoir, devait nous édifier, nous préparer à ça. Et moi, j'ai des idées sur lesquelles je pense que je vais discuter avec les plus autorités. Par exemple, le gouvernement a mis beaucoup de temps pour acquérir des voitures, des véhicules pour les maires et les présidents de conseils départementaux. Ces véhicules, in fine, sont révélés être de mauvaise qualité pour certaines qualités locales. D'ailleurs, on en avait acheté 400, 200 sont en panne. Ça n'a même pas fait 2 ans. Parce que c'est au mieux 10 ans. On donne le marché à celui qui est le moins cher. Et quand on est moins cher, on ne vend que de la pacotille. Alors que cet argent-là, si on l'avait mis dans le budget directement des maires, là où il faut des conditions corsées pour faire un marché de 4 milliards, si vous donnez à chaque maire 15 millions, il n'a même pas besoin de faire un marché, un appel d'offres. Il fait une DRP et il a un véhicule de qualité, supérieur et meilleur. Donc c'est ça que je vais proposer. Et la même chose également, je le proposerai dans le cadre de l'employabilité des jeunes et des femmes. Il ne faut pas avoir des projets lourds, bureaucratiquement compromettantes. Il faut avoir des initiatives souples, légères, réalisables, à hauteur d'hommes et de collectivités locales. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'époque de la territorialisation des politiques publiques. Il faut des réponses locales aux problèmes locaux, dans le cadre d'une réponse globale aux questions nationales. Mais est-ce que vous, les maires, vous êtes dans une optique de nouer des relations, des partenariats avec l'extérieur pour ne pas trop attendre? Ce domaine-là est un domaine qui de plus en plus va s'effilocher, va se rétrécir. Il n'y a plus de philanthropie, il n'y a plus d'idéal de solidarité. Je pense que ce qu'il faut, c'est explorer les mécanismes de financement novateurs, l'entrée en bourse ou même le partenariat public-privé. C'est ça qu'il faut explorer. Mais ça, là, on ne peut le faire que si on est dans un état où les gens privilégient l'intérêt du Sénégal et l'efficience. Si on est dans les calculs à la petite semaine, ça ne marchera pas. C'est d'ailleurs ce que je veux dire, c'est que nous sommes à un tournant. Notre pays est à un tournant. Nombreux sont les grands hommes qui avaient un idéal, qui ont milité, qui ont souvent eu 90 ans ou 60 ans sans avoir même accumulé des recherches. Ils ne raisonnaient pas en termes de milliardaires, ils ne raisonnaient pas en termes de propriétaires terriens, fonciers, mais c'est des gens qui travaillaient dans l'intérêt du Sénégal, qui avaient pour objectif l'utilité sociale qui peut garantir une historicité. Et malheureusement, ils sont en train de vieillir et partir. C'est la même chose chez les notables religieux, les fondateurs ou les aînés qui ont vécu et grandi à l'ombre des grands chefs et des grands leaders que nous avons eus dans ce pays-là, ils se font de plus en plus rares. Nous avons des gens qui ne savent pas ce que les devanciers ont fait ou ont enduré pour atteindre le niveau d'exemplarité, le niveau d'enviabilité qu'ils ont eu. Et nous vivons pour l'essentiel en pensant que nous sommes nés pour être avantagés, nous sommes nés pour être à l'école, et quand on a un diplôme, on a droit à. Ce n'est pas si évident. Et c'est pourquoi je dis que notre pays est à un tournant. Il faut que nous fassions très attention. Surtout dans un contexte où, avec la perspective du pétrole et du gaz, si vous y ajoutez les combats que certaines forces occultes veulent mener au nom de l'enjeu du positionnement global, via la religion, via les richesses telles que le pétrole, le gaz ou l'or, vous vous trouvez tout de suite dans une situation très délicate.
tenez, il y a de cela 2 ou 3 jours, on a beaucoup parlé à travers les réseaux sociaux et même dans les grandes places d'une menace terroriste. Vous qui parlez tout à l'heure d'insécurité avec l'élevage, vous voyez, quand vous mettez cela en situation, dans un pays où notre frontière avec la Gambie n'est pas une frontière imperméable, notre frontière avec la Guinée ou les Guinées, notre frontière avec le Mali, la Mauritanie, nous avons là un ensemble de phénomènes qui, si vous les mettez ensemble, doivent interpeller les hommes politiques et les décideurs. C'est pourquoi je pense que les questions que vous posez méritent réflexion, parce que c'est ça les questions de société. L'homme politique, l'acteur politique, doit à chaque instant essayer de faire un peu dans la prophétie. La prophétie entendue sous l'angle, c'est comme ça que je l'ai défini, donner une réponse actuelle à une question ultérieure. Voilà ce que nous vivons comme difficulté. Et quelle solution donner? C'est la même chose quand vous me parlez tout à l'heure de production locale et de transformation. J'ai parlé de chaîne de valeur. Tant qu'on n'a pas une approche chaîne de valeur, tant qu'on n'a pas une approche globalisante dans toute la réflexion qui structure l'action politique des hommes politiques que nous sommes, nous n'avons pas de solution à long terme et nous faisons dans le pilotage à vue. Et le pilotage à vue, c'est une focalisation excessive sur l'urgence, et l'urgence vous empêche de voir plus loin et d'inventer le futur. Voilà, monsieur le maire, honorable député, une dernière question, cette fois-ci politique. L'actualité, c'est la situation au sein de votre parti, le Parti socialiste. Il y a donc les responsables qui viennent de donner feu vert au secrétaire général Ousmane Tanor Dieng pour l'exclusion de certains de vos camarades de parti que vous appelez des frondeurs. Bon, certains n'ont pas apprécié cette démarche, surtout que l'un d'entre eux est en train de vivre un séjour carcéral qui a dérangé plus d'un, dont vous, qui avez vraiment réclamé sa libération, ne serait-ce que pour assister à l'installation de la 13e législature dont il fait partie. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, c'est vrai, nous sommes dans une situation gênante. C'est vrai, nous sommes dans une situation délicate. Mais ça n'empêche pas pour autant que cette situation-là soit une situation qui préfigure un départ nouveau et un avenir différent de ce que nous avons jusqu'ici vécu. En réalité, toute la classe politique vit un tournant, un monde ancien peine à s'éclipser volontairement ou à y être amené, tandis qu'un monde nouveau se cherche et a du mal à se déterminer. C'est ça la situation globale du pays. Nous avons un président qui est autour de 50 ans, 60 ans, même pas encore 60 ans, il n'a même pas 58 ans. Et la plupart des leaders, même y compris les socialistes dont vous parlez, celui dont vous parlez qui est en prison, ils ont plus de 60 ans. Et l'ensemble des dirigeants des partis, bon, excepté ceux qui, à la faveur du wadisme et des wadésies, ont créé des partis, jeunes qu'ils étaient, parce qu'ils voulaient un parapluie, parce qu'ils voulaient tout de suite accéder au sommet, galvanisés et grisés qu'ils ont de la manière dont on les a pouponnés, et chacun pense que c'est fini, j'y suis arrivé. Et chacun a créé son parti pensant qu'il doit exister ou qu'il veut être président du Sénégal. Or, ce dont il est question, ce dont il devrait être question, c'est pour les plus jeunes qui cherchent à assurer la relève, il faut convaincre et non pas contraindre. Il faut rassurer pour motiver, et quand vous motivez, vous mobilisez. Et pour cela, il faut que les plus jeunes, en tout cas moi j'y invite les socialistes de conviction ou d'héritage, je les invite à construire des solidarités, à bâtir des projets communs et à comprendre que rien ne s'offre sur un plateau d'argent. Il faut aller à la conquête du suffrage des Sénégalais. Et c'est pourquoi d'ailleurs les partis politiques l'ont tellement compris que la paresse qui nous prend
la course effrénée vers le mieux-être, le bien-être, l'épanouissement ou l'avantage matériel ou pécunier fait qu'aujourd'hui, on se donne des coups, on joue de coudes pour accéder, pour parvenir. Or, ce n'est pas ça qui fait le charme et l'enjeu de l'engagement militant. Vous voyez, chaque jour que Dieu fait, par la presse, vous entendez les gens qui se crêpent les signaux simplement pour accéder à des strapotés, des postes de privilège, ou bien pour se disputer de l'argent. Et on n'argumente plus. Et ça me rappelle l'adage qui dit que les grands hommes discutent d'idées, tandis que les autres, je ne veux pas les caractériser, ou discutent d'hommes, ou discutent d'argent, ou discutent de détails. Et si nous voulons être des grands hommes, parce que nos devanciers nous donnent suffisamment d'illustrations, nous ont laissé suffisamment de sagesse pour qu'on puisse rester inexplicable à cela. Tenez, par exemple, Mawlaya Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum, dans certaines situations, il vous disait oui, voilà la situation, oui, voilà ce que les gens veulent. Mais Péré Amoul, alors, je dis Péré Amoul parce que je suis de Benno Bokk Yakaar, parce que je suis du Parti socialiste. Péré Amoul dans le parti parce que l'individu, ou bien vous êtes ensemble, vous voulez faire ensemble, construire ensemble, vous vous entendez en taisant chacun, en fermant chacun les yeux sur les limites et les défauts de l'autre, en ne vous focalisant que sur ses qualités, sur ce qu'il y a de positif, et vous réussissez ensemble. Mais ou bien vous ne pouvez pas être ensemble, mais séparez-vous. Puisque vous ne pouvez pas être ensemble, il faut vous séparer. Alors, c'est ça que je dis. Mais dans Benno, Péré Amoul, pourquoi? Parce que Seydi Aboubacar Sy, radiyallahu anhu, Cheikh Mahamadou Fadilou Mbacké, radiyallahu anhu, Baye Niass et tous les grands sages que nous avons. Je ne veux même pas aller jusqu'à Serigne Touba, Mame Alhaji Malick Sy. Ceux-là, c'était des accoucheurs de destin, des traceurs de destinée. Mais leur fils est remplaçant immédiat. Mais ils ont tous théorisé, recherché l'unité, l'union et la communion. Et Dieu nous a donné un nom de pays qui résume à lui seul ce Benno, Sunyugal, Sénégal. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Le Benno, c'est l'islam, c'est le Coran. Le Benno, mais c'est ce qui est recherché dans toutes les familles. Chez une personne même, il faut une communion entre l'esprit et le cœur. Il faut une communion entre tous les membres de corps. Mais vous prenez le Saint-Coran, les Araf, les Maskas, mais ils sont variés et différents. Mais si les Araf, les Maskas, les mots combinés font des ayats, après des mots, des ayats, des sourates, des isms qui jamais ne verront une invention, une production plus reluisante, plus dense, plus minéraliste. C'est parce que ça, c'est un fait de Dieu, mais c'est parce que également chaque araf, chaque maska, chaque mot accepte et complète, s'améliore et améliore de l'autre. Ok, mais étant donné que la plupart des responsables exposés à l'exclusion, certains sont des maires, est-ce que le PS n'est pas en train de scier la branche sur laquelle il est assis? Je l'ai dit, lorsqu'une dent est pourrie, si vous la laissez dans la bouche, elle contamine toute la bouche. Bon, là, le maire dit que c'est pas un problème de... Mais justement, c'est lui, lui est ridicule, il est drôle. Il est vraiment drôle parce que moi je les considère, à travers leur déclaration, leur fait politique, comme étant une dent pourrie. Il parle du porte-parole en disant que c'est la bouche. Non, mais même si c'était la bouche qui était pourrie, le mal, il faut le soigner et le traiter à la racine. C'est la dent qui a métastasé, qui a contaminé. C'est cette dent-là qu'il faut enlever, sinon elle va emporter la bouche. Et il a bien compris ce que je veux dire. Et alors, mais comme le ridicule ne tue pas, parce que les gens là, ils comprennent au travers de ce que l'on dit. Mais en fait, ce qui est important, c'est que pour Bamba Fall, il n'y a pas de problème d'orientation avec les partis socialistes. Bamba Fall tape à la porte de la paire. Il sait que nous savons. Il sait que nous savons. Il tape chaque jour à la porte de la paire.
Et il sait très bien que ce pays-là est un petit pays. C'est un tellement petit pays que nous avons les mêmes chapelles, les mêmes daïras, les mêmes tariqas, les mêmes guides religieux, les mêmes lieux de rendez-vous. Et nous avons les mêmes cérémonies familiales où on se rencontre. Il est difficile dans ce pays-là que le Dieu fiken. Il est difficile de médire sur quelqu'un et qu'il ne le sache pas avec le temps. Alors, lui, il doit savoir que son problème avec le Parti socialiste, ce n'est pas un problème de ligne. C'est un problème de comportement, c'est un problème de civilisation. Il a instrumentalisé, monté des gosses qui ont voulu faire un attentat. C'est ça la vérité. Mais pour la question de Khalifa, non. Et avec lui, tous ceux qui font comme lui. Maintenant, quand vous entendez Barthélémy Diaz, Bamba Fall, Idrissa Diallo, qui était devenu député par humanisme voulu par Ousmane Tanor Dieng, parrainé qui était par Aboubakar Kane, après le naufrage du bateau Le Joola, il fallait l'occuper. Et il fallait l'aider à être à l'Assemblée pour défendre cette affaire-là. On l'a mis là-bas. Contre la volonté et le droit des camarades de Pékin. Résultat, comportement de Renenga, qui trahit une fois, trahira toujours. La preuve, eux, quand ils ont combattu la perspective d'aller avec Benno, ils ont créé une coalition. Ils ont été piètres négociateurs, piètres hommes politiques, de telle sorte que, in fine, avec le nombre de députés qu'ils ont, d'autres partis se retrouvent avec 2 ou 3 députés. Cependant qu'eux, socialistes d'origine, ils n'ont qu'un seul député potentiel et s'ils ne siègent pas à l'Assemblée, ils n'auront pas encore un socialiste. Vous comprenez? Mais est-ce que ce dernier ne doit pas siéger? Non, ça, ce n'est pas mon affaire. Je ne suis pas élu sur la même liste que lui. On n'a pas de solidarité politique avec lui. Moi. Mais vous avez non. Il est d'un bord, moi je suis d'un autre bord. Mais à travers la presse, vous avez dit que mais parce que moi je suis un homme Non, je suis issu de famille et d'une société qui m'a éduqué d'une certaine manière, qui m'a éduqué des valeurs auxquelles je reste inextricable. On ne se moque pas de quelqu'un qui est dans le malheur ou en difficulté. Deuxièmement, quand on a partagé des moments de bonheur, de communion fraternelle avec quelqu'un, même si après on se sépare, on doit toujours s'en souvenir. Il faut oublier les moments de divergence ou de malheur. Je me souviens toujours de ce que j'ai vécu avec tout ce qui était dans le PS. C'est comme ça que je suis. Donc et puis, voilà. Cela pose la problématique de la démocratie interne. Non, la démocratie interne, c'est un... Non, il n'y a pas de problème de démocratie interne. Il y a un problème de culture politique. Il y a un problème de sens de la vie. Il y a des gens qui mettent en avant leurs intérêts personnels. Et chez eux, la fin justifie les moyens. Mais la démocratie interne, on la pratique même dans la famille. On la pratique partout. Quand vous êtes 10, vous discutez de quelque chose. Il n'y a pas de consensus. Vous dites on vote. S'il y a 6 qui sont pour quelque chose, les 4 doivent se rallier. C'est ça qui s'est passé. Maintenant, quand vous dites non, quel que soit ce que les gens pensent, quel que soit ce que la majorité décide, moi c'est ce que je pense, mais vous ne vous entendrez pas. Je donne un exemple. Aux dernières élections législatives, Benno Bokk Yakaar a 49% au niveau national. 49% au niveau national. Ça n'est même pas 50%. Mais les Sénégalais et l'opposition ont accepté qu'avec ces 49%, mais Macky Sall et Benno Bokk Yakaar se trouvent avec 125 députés sur 165. C'est ça la loyauté républicaine. C'est ça la patience citoyenne. Mais quand vous avez des gens qui disent qu'ils ne sont pas capables de loyauté républicaine, qui ne sont pas capables de patience citoyenne, ces gens-là, il faut les extirper. C'est incroyable. Bamba Fall, Barthélémy Diaz, Aminata Diallo Thior, Idrissa Diallo et Tuti Kanti, tout ce qui les ressemble ou qui font dans ce qu'ils font, c'est des déserteurs qui continuent à se réclamer de l'armée régulière. C'est ridicule. Comment est-ce qu'un déserteur tire sur l'armée régulière et continue à se réclamer de l'armée régulière? Ça, c'est le monde à l'envers. Ok, une dernière question concernant l'hémicycle. Cette législature est composée de 2 groupes parlementaires, malgré les tentatives pour en trouver un 3e. Est-ce que cela ne réduit en rien? Je dois vous dire qu'il y a 3 groupes parlementaires. Il y a le groupe Benno Bokk Yakaar, il y a le groupe Liberté Démocratie, il y a le groupe des non-alignés qui sont au nombre de 19. Des non-inscrits. Oui, des non-inscrits. Ils sont au nombre de 19. Oui. Ils font même plus qu'un groupe parlementaire. Mais ils sont ensemble
pour se relayer. Vous savez, c'est encore le pouvoir, c'est encore le moi surdimensionné, c'est encore les avantages matériels. Ce qui les intéresse, c'est être 19 et à tour de rôle, dans l'année, chacun est président du groupe parlementaire. Chaque mois, quelqu'un d'entre eux passe comme président du groupe parlementaire. Il a donc, pendant ce mois-là, des avantages. En dehors des avantages d'ordre pécuniaire, mais un troisième groupe parlementaire digne de son nom, je ne parle pas de groupe composé de non-inscrits, ne ferait que renforcer la démocratie. Ça dépend, ce ne sont pas forcément les groupes qui renforcent l'Assemblée, c'est les individualités, les parlementaires et l'esprit qui les habitent, qui transforment et améliorent le travail parlementaire. Sous ce rapport-là, je pense que nous avons des parlementaires. Non, je vais expliquer. Nous avons des partenaires techniques et financiers, dont les Américains et les Français, qui vont nous aider. Moi, j'ai dit que je suis devenu député, je veux innover. La preuve, je suis en train de vous parler en pleine session. Je vais communiquer et je communiquerai davantage. Mais je communiquerai sainement, positivement, parce que j'entends être un député loyal, libre, même si je reconnais qu'il faut être discipliné. Parce que la discipline est la force des organisations. Mais la discipline, c'est quand il s'agit de respecter le point de vue et le fait majoritaire. D'accord? Après réflexion, je veux dire, j'ai décidé de mettre en place des parlementaires, des permanences parlementaires. J'en créerai à Kaffrine, j'en créerai même à Nibi, et j'en créerai à Nganda. Permanence parlementaire. Dans ces permanences parlementaires, il y aura toutes les commodités, téléphone, à ma charge, secrétaire, connexion Internet, et puis machine pour saisir les correspondances. Hein? Mais c'est pour servir de réceptacle de tous les citoyens qui veulent me parler et qui veulent me joindre ou qui veulent porter à mon attention quelque chose. Ensuite, j'ai dit que tous les 4 mois, j'inviterai des responsables de l'État qui sont dans des domaines de mise en œuvre de politique publique. Je les inviterai à Kaffrine pour faire des restitutions. Aujourd'hui, tous les documents qu'on m'a donnés à l'Assemblée, je les ai saisis par voie électronique. Au moment où je vous parle, si vous allez à la mairie de Kaffrine, tout est en train de défiler. Si vous voulez savoir quel est le budget de tel ministère, vous demandez, on vous donne. Pourquoi je l'ai fait? Ce n'est pas une innovation en tant que telle. Le gouvernement l'a mis en ligne. C'est la transparence. Donc pourquoi le député ne pas le mettre en ligne? Moi, c'est ce que je fais. Je veux changer, je veux innover. Si ce n'était pas par obligation de loyauté, j'allais enregistrer tous les débats de commission et les mettre en diffusion à la radio. Parce que je propose que l'Assemblée ait une radio parlementaire. Je propose que l'Assemblée ait une chaîne de télévision parlementaire. Voilà ce que je propose. Si ça ne dépend que de moi, tous les jours, on fera une déclaration ou une communication à la nation sur les travaux de l'Assemblée en commission technique et en commission des finances. Ça permet aux uns et aux autres de savoir, à la minute près, comment est-ce que les problèmes des populations sont défendus. On peut évoquer l'ensemble des députés qui ont parlé, les questions qu'ils ont évoquées en les regroupant en centre d'intérêt, ministère au ministère, et on le sort. C'est ça qui permettra de réconcilier les Sénégalais avec leurs parlementaires. Merci, honorable député. Et bonne mission à l'Assemblée, bonne réussite dans votre mission parlementaire. Muy aljana jërëjëf Mbaye